En hiver 1872, Boston était une ville rude, marquée par les usines, la misère et le froid mordant qui s'infiltraient dans les ruelles des quartiers ouvriers. Mais dans cette atmosphère déjà oppressante, une terreur insoupçonnée commençait à se répandre. Une série d'agressions sur des enfants, brutales et incompréhensibles, allait bientôt plonger toute une communauté dans l'effroi. Mais avant de parler des crimes, il faut remonter aux origines de celui qui en serait l'auteur. Car comprendre d'où vient le monstre, c'est aussi comprendre comment une société peut, sans le vouloir, engendrer sa propre horreur. Le 29 novembre 1859, à Charlestown, un quartier industriel de Boston, naissait un petit garçon, Jesse Harding Pomeroy. Sa mère, Ruth Ann Snowman, tenait le nourrisson dans ses bras lorsqu'elle remarqua immédiatement quelque chose d'étrange. Son œil droit n'était pas comme l'autre. Une épaisse pellicule blanchâtre recouvrait sa pupille, donnant à son regard un aspect laiteux, presque fantomatique. Imaginez l'effet que cela produisait à l'époque. Les superstitions étaient encore très présentes, et beaucoup y voyaient déjà le signe d'une malédiction. Le père de Jesse, Thomas Pomeroy, ancien soldat de la guerre de Sécession, fut le premier à réagir, et pas de la meilleure façon. Loin d'éprouver de la compassion pour cet enfant différent, il le considéra comme une honte. Dans ce foyer déjà marqué par la dureté, Jesse ne reçut jamais l'affection ou la protection dont il aurait eu besoin. Au contraire, il devint la cible de la violence paternelle. Mais attendez, imaginez un instant grandir dans un foyer où l'on ne vous regarde jamais avec amour, mais seulement avec dégoût. Pensez-vous que cela puisse façonner un esprit? Les années passèrent, et l'anomalie oculaire de Jesse s'accentua. Les autres enfants l'appelaient l'enfant au regard de marbre, ou encore l'enfant du diable. Dans la rue, des mères détournaient leurs fils et leurs filles lorsqu'ils passaient. À l'école, la cruauté était quotidienne. Moqueries, cailloux jetés, insultes chantées en chœur dans la cour. Les professeurs, débordés par le nombre d'élèves, fermaient souvent les yeux. Jesse n'avait aucun allié. Privé de camarades, il se réfugia dans des livres particuliers, des dime novels, des romans bon marché remplis de histoires sanglantes. Ces fascicules décrivaient sans retenue les tortures infligées lors des batailles, les scalps, les mutilations. Ce que la plupart des enfants lisaient comme des aventures exotiques, Jesse l'analysait, presque comme un manuel. Il mémorisait les détails, absorbait chaque description de souffrance. À la maison, la situation empirait encore. Thomas Pomeroy avait un rituel. Il enfermait Jesse dans un cabanon humide derrière la maison et le forçait à se dénuder. Puis, il choisissait son instrument, une ceinture ou un fouet de cuir, et frappait son fils jusqu'à ce que le sang coule. Le tout accompagné d'insultes. « Tu es une honte, tu n'aurais jamais dû naître !» Ces humiliations répétées brisaient peu à peu l'enfant. Et vous? Que pensez-vous qu'il arrive lorsqu'on répète à un petit garçon qu'il ne vaut rien, jour après jour, année après année? Son frère aîné, Charles, ne faisait qu'aggraver son isolement. Beau, populaire, il refusait de partager le même lit que Jesse et allait jusqu'à dormir dans la cuisine pour ne pas se trouver près de lui. La seule personne qui lui montrait un semblant de tendresse était Ruth Ann, mais sa compassion était ambiguë. Lorsqu'elle découvrait que Jesse torturait des chats ou poignardait des animaux, elle se disait que ce n'était que de la tristesse, une façon pour lui d'extérioriser sa douleur. Elle se refusait à voir la réalité. Petit à petit, Jesse développa une logique inquiétante. Il se persuada que pour compenser son humiliation, il devait infliger de la douleur aux plus vulnérables, pas aux plus forts, non, eux, il les effrayait encore, mais aux faibles, aux plus petits que lui. Son obsession grandissait. À l'âge de 12 ans, il commença à observer les enfants du voisinage. Il étudiait leurs habitudes, à quelle heure ils jouaient dehors, quels chemins ils empruntaient, qui étaient les plus isolés. Dans son esprit, ce n'était plus un jeu, c'était une préparation méthodique. Il s'entraînait même à sourire et adopter un ton rassurant, des gestes qu'il ne connaissait pas naturellement. Et c'est ainsi que, l'hiver 1871, le monstre franchit une ligne irréversible. Le 26 décembre, un petit garçon de 4 ans, William Payne, disparut alors qu'il jouait devant chez lui. Quand les habitants le retrouvèrent le lendemain, son corps portait des marques de coups et de blessures effroyables. Il respirait encore, mais à peine. Ni personne ne pouvait imaginer qu'un enfant avait commis une telle atrocité. Mais si vous disais que ce n'était que le début, que cette attaque n'était qu'une première expérimentation pour Jesse, seriez-vous prêt à découvrir ce qui allait suivre ?
Dans les mois qui suivirent, d'autres petits garçons rapportaient avoir été attirés par un adolescent étrange, avec un œil blanc comme du verre. Tous décrivaient la même chose, des promesses de friandises, de jeux, puis une marche vers un lieu isolé, suivie de tortures imaginables. Les journaux commençaient à parler du « garçon tortionnaire », mais personne n'imaginait encore l'ampleur de l'horreur. Et vous, à ce stade de l'histoire, que feriez-vous si vous étiez parent dans ce Boston du 19e siècle? Enfermeriez-vous vos enfants? Oseriez-vous affronter la rue, sachant qu'un prédateur se cachait peut-être derrière le visage d'un simple garçon? La suite, vous allez le voir, dépasse de loin l'entendement. Car ce que Jessie s'apprêtait à faire allait changer à jamais l'idée que l'on se faisait de l'enfance et du mal absolu. Chelsea, hiver 1871. Le froid mordant gelait les vitres. Les lampes à gaz diffusaient une lueur vacillante dans les rues. Et pourtant, une angoisse bien plus glaciale s'installait dans le cœur des habitants. Depuis la nuit de décembre où le petit William Payne avait été retrouvé à demi-mort, une ombre planait sur la ville. Les parents se regardaient avec inquiétude, se murmurant entre eux des histoires de l'enfant au regard de marbre. Les agressions se multiplièrent. En quelques mois, 3 autres garçons rapportaient la même expérience. Un adolescent brun, avec un œil blanc effrayant, les avait attirés à l'écart avec des bonbons et des promesses de jeu. Puis venait la terreur. Coups, cordes, aiguilles enfoncées dans la peau. Les survivants, marqués à vie, tremblaient rien qu'à l'idée de prononcer son nom. Imaginez l'effet sur une communauté soudée. Des enfants blessés, traumatisés, et aucune explication. Qui aurait pu croire que l'agresseur n'était pas un adulte, mais un gamin de 12 ans? Les journaux commencèrent à employer une expression glaçante. Le garçon tortionnaire. La ville offrit une récompense de 500 $ pour quiconque aiderait à l'identifier, une somme énorme pour les familles ouvrières de l'époque. Mais le coupable, lui, continuait à hanter les rues, invisible, insaisissable. Pendant ce temps, chez les Pomeroy, la tension atteignait son paroxysme. Thomas, le père, découvrit certains signes de l'horreur que son fils préparait. La réaction fut terrible. Un soir de juillet 1872, il enferma Jessie dans le cabanon et le battit si violemment qu'il perdit connaissance. Ce fut, paradoxalement, l'instant décisif. Cette nuit-là, le peu de retenue qui restait en Jessie se brisa. Le garçon prit une résolution. La prochaine victime ne survivrait pas. Vous sentez la bascule? Ce n'était plus seulement un enfant violent. C'était désormais un prédateur en devenir. 2 jours plus tard, le 22 juillet 1872, Jessie s'attaqua à Johnny Balk, un garçon de 7 ans. Les sévices furent d'une brutalité extrême. L'enfant survécut par miracle, mais les policiers comprirent que quelque chose avait franchi un seuil irréversible. On ne parlait plus simplement d'agression, mais d'une pulsion meurtrière. Et c'est alors que survint un détail capital. La mère de Jessie, Ruth Ann, lut la description publiée dans le Boston Globe. Un garçon brun, avec un œil blanc semblable à une bille de marbre. Elle savait. Mais au lieu de prévenir la police, elle fit un choix dramatique. Protéger son fils. À votre avis, était-ce l'instinct maternel ou un déni coupable qui condamnait d'autres enfants à souffrir? Elle prit la décision de déménager toute la famille à South Boston, espérant naïvement qu'un changement d'environnement effacerait les penchants de Jessie. Son mari avait déjà quitté le foyer, incapable de supporter la honte. Ruth Ann se retrouva seule, avec un fils dangereux et un autre qui refusait de lui adresser la parole. Août 1872, South Boston. Nouvel appartement, nouvelle vie. Du moins en apparence. Mais Jessie n'avait pas changé. Au contraire, il comprit que sa mère le protégerait coûte que coûte. Cette certitude le rendit encore plus confiant, encore plus dangereux. Dès la mi-août, il passa à l'acte. Le 17 août, sur une plage de South Boston, des pêcheurs découvrirent un garçon de 7 ans, George Pratt, mutilé de manière inhumaine. Jessie l'avait non seulement frappé, mais aussi mordu jusqu'au sang, griffé et piqué avec des aiguilles. L'escalade était évidente. Terrifiant, n'est-ce pas? Car cette fois, Jessie utilisait son propre corps comme arme. Dents, ongles. Une violence bestiale, presque animale. Quelques semaines plus tard, en septembre, il attira un autre enfant, Joseph Kennedy, dans une cabane abandonnée. Là encore, torture méthodique, coups de couteau, quasi-noyade dans l'eau salée. L'enfant survécut, mais il donna un témoignage capital.
L'agresseur avait un œil blanc comme du marbre. Puis, le 17 septembre 1872, il tenta de trancher la gorge d'un autre enfant, Robert Gould. Ce fut l'attaque la plus proche du meurtre jusque-là. Robert survécut par hasard, mais décrit précisément le visage de son bourreau. Enfin, la police disposait d'un signalement clair. Imaginez le soulagement des enquêteurs, et en même temps l'incrédulité. Comment admettre qu'un adolescent de 13 ans puisse incarner un tel monstre? L'étoile se resserra encore quelques jours plus tard. Le 20 septembre 1872, Jesse commit une erreur fatale. Par curiosité malsaine, il s'approcha d'une fenêtre d'un poste de police au moment exact où Joseph Kennedy décrivait son agresseur. Reconnaissant l'œil blanc, l'enfant se mit à hurler. « C'est lui! C'est le garçon qui m'a fait ça !» La scène fut instantanée. Des policiers sortirent et encerclèrent Jesse. Interrogé, il ne nia pas. Au contraire, il avoua calmement être le garçon tortionnaire, sans émotion, sans remords. Et là, vous vous demandez sans doute, qu'allait faire la justice d'un tel cas? Enfermer un enfant? Le condamner comme un adulte? La société de l'époque n'avait jamais été confrontée à un tel dilemme. Le procès eut lieu dès septembre. La salle était bondée. Parents, journalistes, curieux. Jesse, 13 ans, décrivit ses actes avec une froideur glaçante. Le juge William G. Forsyth le condamna à 6 ans dans une maison de redressement pour jeunes délinquants, à Westboro. La communauté soupira de soulagement. L'enfant démoniaque était enfermé. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que Jesse n'avait pas l'intention de rester bien longtemps derrière ces murs, et que sa soif de violence ne faisait que croître. Alors, que pensez-vous? Était-il possible de réformer un tel enfant? Ou bien avait-on enfermé une bombe à retardement prête à exploser à sa libération? À première vue, l'histoire aurait pu s'arrêter là. Un adolescent violent enfermé dans une institution spécialisée, une société qui reprend son souffle et espère que le temps, l'éducation et la discipline suffiront à éteindre ses pulsions. Mais avec Jesse Pomeroy, rien ne se déroula comme prévu. À Westboro, la maison de redressement pour jeunes délinquants, Jesse comprit rapidement comment tromper les adultes. Il se montra poli, appliqué, modèle. Il suivait les cours, participait aux prières, faisait semblant de regretter. Les éducateurs, convaincus que tout enfant pouvait être sauvé, virent en lui un exemple de réhabilitation. Mais vous, à leur place, auriez-vous été dupé par son calme, ou auriez-vous senti, derrière ses yeux, la froideur d'un prédateur en sommeil? Sa mère, Ruth Ann, joua un rôle crucial. Elle multipliait les visites, plaidant sans relâche pour la libération de son fils. Elle présentait Jesse comme un enfant sensible, mal compris, victime de son physique et du harcèlement des autres. Les autorités, sensibles à ce discours et impressionnées par la bonne conduite du garçon, finirent par céder. En février 1874, après seulement 17 mois d'incarcération, au lieu des 6 ans prévus, Jesse, 14 ans, sortit libre. Libre, mais assoiffé. Car ces mois de retenue n'avaient pas effacé ses pulsions, ils les avaient exacerbées. La disparition de Katie Caron. Mars 1874, South Boston. Dans une petite boutique de couture tenue par Ruth Ann Pomeroy, une fillette entra avec un sourire radieux. Elle s'appelait Katie Caron, 10 ans, et voulait acheter un cahier pour ses leçons. Elle ne ressortit jamais. Les détails exacts de sa mort restent flous, Jesse n'ayant jamais tout avoué, mais on sait qu'il la tira à l'arrière-boutique, qu'il la tua, puis enterra son corps dans le sous-sol, dissimulé sous des cendres de charbon. Pendant des mois, les parents de Katie la cherchèrent désespérément. La police interrogea Jesse, qui affirma l'avoir vue partir. Sa mère confirma, et l'affaire, faute de preuves, s'éteignit. Imaginez l'horreur. Le corps d'une fillette reposait sous la boutique familiale, tandis que Jesse, imperturbable, accueillait les clients. L'escalade vers l'innommable. Mais Jesse n'en resta pas là. Un mois plus tard, le 22 avril 1874, il passa à un degré de violence inégalé. Sa victime, Horace Millen, 4 ans, un enfant aux boucles blondes et aux yeux bleus. Décrit par ses voisins comme un petit ange.
Ce jour-là, Jesse l'attira avec des bonbons, comme il savait bien le faire, puis il l'emmena jusqu'au marais isolé de Dorchester Bay. L'endroit parfait, désert, silencieux, loin de toute aide. Ce qui suivit dépasse l'entendement. Jesse força l'enfant à se déshabiller, le blessa méthodiquement avec un couteau, traçant des croix sur sa peau. Il le frappa, l'humilia, savourant chaque instant de son pouvoir. Enfin, il lui trancha la gorge avec une telle violence qu'il faillit le décapiter. Mais il ne s'arrêta pas là. Il mutila le corps, arracha un œil, alla jusqu'à brûler le cadavre. Terrifiant, n'est-ce pas? On parle d'un adolescent de 14 ans, pas d'un tueur aguerri, un enfant qui détruit un autre enfant. Le corps fut découvert par 2 hommes cherchant des coquillages. La scène était si atroce que plusieurs témoins s'évanouirent. La police comprit aussitôt. Jesse Pomeroy était le suspect principal. La nuit même, les autorités fouillèrent la maison des Pomeroy. Sur Jesse, ils trouvèrent des griffures fraîches, les marques de la lutte désespérée de Horace. Ses vêtements portaient des taches de sang. Ses bottes correspondaient exactement aux empreintes relevées sur la plage. Emmené au poste, Jesse nia d'abord, mais confronté au corps de sa victime, il resta de marbre. Face au juge, il finit par lâcher une phrase glaçante. « Je suppose que c'est moi. » Imaginez la scène. Un adolescent face au corps mutilé d'un enfant, et pas la moindre larme, pas le moindre remords. Puis, comme si cela ne suffisait pas, il alla plus loin. Il déclara avoir tué 27 autres enfants. Les enquêteurs, d'abord sceptiques, réalisèrent qu'il connaissait des détails précis d'affaires non résolues. Jamais on ne sut le nombre exact de ses victimes, mais son aveu fit frémir toute la Nouvelle-Angleterre. La découverte macabre. À la suite de cette confession, la police retourna fouiller la maison des Pomeroy. Cette fois, ils creusèrent plus profondément dans le sous-sol. Et là, parmi les cendres, ils retrouvèrent le corps de Katie Caran, la fillette disparue quelques semaines plus tôt. Le masque tombait. Jesse n'était plus seulement le garçon tortureur, il était devenu meurtrier. Vous sentez la différence? Jusqu'ici, il y avait encore des survivants, mais désormais, Jesse avait franchi la dernière frontière, celle du meurtre, vers le procès du siècle. Arrêté, enfermé, Jesse attendait son procès. Il n'avait que 15 ans, mais il allait être jugé comme un adulte. La presse s'empara de l'affaire, fascinée par cette figure inédite. Un enfant meurtrier, froid, méthodique, sans regret. La société américaine, attachée à l'idée d'innocence enfantine, devait désormais affronter une réalité effrayante. L'innocence n'était pas universelle. Et vous, qu'en pensez-vous? Jesse était-il né mauvais, ou bien les violences subies dans son enfance l'avaient-il façonné en monstre? Était-il une victime, ou une incarnation du mal pur? Décembre 1874, Boston. Les rues glacées résonnaient d'une rumeur obsédante. Tout le monde parlait du procès de Jesse Pomeroy. Le garçon tortionnaire, devenu meurtrier, allait comparaître devant la Cour suprême du Massachusetts. Il n'avait que 15 ans. 15 ans, mais accusé de 2 assassinats atroces et soupçonné de dizaines d'autres. La salle d'audience était bondée au-delà de toute limite. Parents, journalistes, religieux, simples curieux, tous voulaient voir le visage du monstre. Les journaux de New York et même d'Europe envoyaient des correspondants. On avait rarement vu une telle médiatisation. Imaginez la scène. Un adolescent pâle, frêle, avec son œil blanc comme du marbre, assis dans le box des accusés. Un enfant en apparence, mais que l'on accusait des crimes les plus inhumains. L'accusation accablante. L'accusation n'eut guère de difficulté à établir sa culpabilité. Les preuves étaient écrasantes. Les traces de sang sur ses vêtements, les empreintes de ses bottes correspondant à celles retrouvées près du corps de Horace Millen, les griffures sur son visage et ses bras laissées par la lutte désespérée du petit garçon. Et surtout, sa propre confession. Les survivants de ces agressions précédentes vinrent témoigner. Certains, encore adolescents, racontèrent comment Jesse les avait attirés, ligotés, torturés avec des aiguilles, frappés à coups de bâton. Les jurés les écoutaient avec effroi.
Le public retenait son souffle. Vous, à la place du jury, auriez-vous pu écouter ces récits enfrissonnés? La défense impossible. Son avocat, Charles Robinson, savait qu'il ne pouvait pas nier les faits. Sa stratégie reposa donc sur deux arguments, l'âge et la folie. Il rappela les violences que Jessie avait subies enfant, le mépris de son père, l'isolement à l'école. Il tenta de convaincre le jury qu'un garçon de 15 ans ne pouvait être tenu pour pleinement responsable. Il fit aussi appel à la notion d'aliénation mentale. Comment expliquer autrement une telle barbarie? Des médecins furent appelés à la barre. Certains évoquèrent une dégénérescence héréditaire, d'autres une perversion morale incurable. Mais tous s'accordaient sur un point. Jessie comprenait parfaitement ce qu'il faisait. Ses actes étaient planifiés, méthodiques, organisés pour échapper à la justice. Alors, qu'en pensez-vous? Était-il fou ou simplement monstrueux? Le verdict. Après plusieurs jours d'audience, le jury délibéra. Quelques heures plus tard, le verdict tomba. Coupable de meurtre au premier degré. La salle explosa en murmures. Le juge Horace Gray n'avait d'autre choix que de prononcer la peine prévue par la loi, la pendaison. Jessie Pomeroy, 15 ans, était condamné à mort. Imaginez les faits. Exécuter un adolescent, même monstrueux. Était-ce justice ou une barbarie équivalente à la sienne? Le dilemme moral. La société se divisa. Une partie du public exigeait son exécution immédiate, œil pour œil, vie pour vie. Mais d'autres, choqués à l'idée de pendre un enfant, réclamaient la clémence. Les religieux en particulier voyaient dans ce geste une atteinte à la morale chrétienne. Le gouverneur du Massachusetts, William Gaston, refusa de signer l'ordre d'exécution. À 3 reprises, le Conseil de l'État vota la pendaison. À 3 reprises, le gouverneur s'y opposa. 2 ans durant, Jessie resta dans le couloir de la mort, attendant une décision. Finalement, en août 1876, la peine de mort fut commutée en prison à vie, en isolement cellulaire complet. La cellule de Charlestown. En septembre 1876, Jessie entra dans sa nouvelle maison, une cellule de 2,50 m sur 1,80 m au pénitentiaire d'État de Charlestown, ironiquement situé dans son quartier natal. Il n'y avait là qu'un belilier, un seau et une petite étagère. Aucun contact humain, aucune distraction. Imaginez passer un jour dans une telle cellule. Et maintenant, imaginez-y passer toute une vie. L'idée était claire. Protéger la société, punir le coupable et empêcher toute influence néfaste sur les autres détenus. Jessie allait rester seule dans le silence et la pénombre, pour seule compagnie ses pensées. Mais le garçon tortionnaire, devenu jeune homme, ne tarda pas à montrer que même derrière des murs épais, il restait dangereux. Croyez-vous que l'isolement pouvait éteindre ses pulsions ou qu'il allait trouver d'autres moyens de nourrir son esprit tordu? Quand les portes de sa cellule se refermèrent en septembre 1876, Jessie Pomeroy n'avait pas encore 17 ans. Il était désormais le plus jeune prisonnier à vie de l'histoire du Massachusetts. Condamné à l'isolement total, il devait rester enfermé, seul, sans contact, sans distraction, pendant des décennies. Imaginez cela. Vous avez 15 ans, vous avez grandi dans la violence, et on vous enferme dans une boîte de pierre de 2,50 m sur 1,80 m. Pas de voix humaine à entendre, sinon celle des gardiens. Combien de jours tiendriez-vous avant de perdre la raison? L'ingéniosité du prisonnier. Dès ses premières années d'incarcération, Jessie fit preuve d'une ingéniosité inquiétante. On découvrit dans sa cellule des cordes tressées à partir de draps, des crochets façonnés avec des cuillères, des limes fabriquées à partir de fragments de métal. À plusieurs reprises, il tenta de s'évader. La tentative la plus spectaculaire survint lorsqu'il réussit à détourner un tuyau de gaz servant à l'éclairage. Il voulait provoquer une explosion pour ouvrir un passage dans le mur. L'explosion eut lieu, mais au lieu de libérer Jessie,
elle lui coûta son dernier œil valable. Désormais, il était complètement aveugle. Vous rendez-vous compte? Même privé de la vue, il continuait à rêver d'évasion. Sa soif de liberté était-elle un signe d'humanité ou simplement la persistance de son obsession de contrôle? Un intellect surprenant. Privé de lumière, Jesse développa une mémoire prodigieuse et un goût inattendu pour l'étude. Grâce aux rares livres autorisés, il apprit plusieurs langues, l'allemand, le français, l'hébreu. Il se mit aussi à écrire des poèmes, certains d'une beauté mélancolique, d'autres d'une noirceur glaçante. Il affirmait que la poésie était son échappatoire, mais ses vers parlaient souvent de douleur, de sang, d'innocence corrompue. Les gardiens eux-mêmes étaient partagés. Fallait-il admirer son talent ou y voir une prolongation de son esprit malade? Qu'en pensez-vous? Un criminel peut-il devenir poète en prison? Et si oui, cela suffit-il à le racheter? Le juriste de sa propre cause. Avec une détermination impressionnante, Jesse se plongea aussi dans le droit. À force de lecture et de travail, il devint capable de rédiger lui-même des recours, des appels, des pétitions. Pendant des décennies, il envoyait aux tribunaux des centaines de demandes de révision, de grâce ou de libération conditionnelle. Ces textes étaient si bien rédigés que certains juges reconnurent leur qualité juridique. Mais derrière cette érudition, Jesse restait le même. Il ne manifesta jamais le moindre véritable remords pour ses crimes. Dans ses écrits, il se présentait toujours comme une victime d'injustice. Voilà une question qui vous concerne aussi. Peut-on séparer l'intelligence de la moralité? Un homme brillant peut-il rester foncièrement mauvais? Le prisonnier légendaire. Avec le temps, Jesse devint une légende vivante derrière les murs de Charlestown. Les autres détenus entendaient parler du « l'enfant meurtrier » qui vivait dans l'ombre depuis des décennies. Certains le craignaient, d'autres le respectaient pour son intelligence. En 1917, après 40 ans d'isolement, les autorités décidèrent d'alléger ses conditions. Il rejoignit enfin la population carcérale générale. Aveugle, âgé, mais toujours rusé, il s'adapta peu à peu. Il participa même au spectacle de prison et donna des conseils juridiques aux autres détenus. Mais jamais, pas une seule fois, il n'exprima la moindre empathie pour ses victimes. Ses mots restaient centrés sur lui-même, sur sa souffrance, sur son destin. Une vie consumée derrière les murs. À la fin des années 1920, Jesse, désormais septuagénaire, fut transféré dans un hôpital psychiatrique pour criminels. Ses forces déclinaient, son corps fatigué par plus d'un semi-siècle derrière les barreaux. Pourtant, il continua à l'écrire, à correspondre avec des curieux fascinés par son histoire. Le 29 septembre 1932, il mourut paisiblement dans son lit, à 72 ans. Son corps fut enterré dans une tombe anonyme du cimetière de la prison. Aucun proche, aucune cérémonie religieuse. Le garçon tortionnaire, devenu vieillard aveugle, s'éteignit seul, comme il l'avait vécu. Et vous, que ressentez-vous? De la pitié pour un enfant brisé? De la haine pour un monstre irrécupérable? Ou un mélange des deux? L'héritage du monstre. Mais son histoire ne s'arrêta pas là. Son cas devint un précédent juridique. Grâce à lui, la justice américaine accepta l'idée qu'un mineur puisse être jugé comme un adulte. Les psychologues, eux, s'interrogèrent sur la nature du mal. Naît-on criminel ou le devient-on? Aujourd'hui encore, Jesse Pomeroy reste cité dans les manuels de criminologie comme l'un des premiers exemples documentés d'un enfant serial killer. Une figure qui, plus d'un siècle après sa mort, continue de nous hanter. Car au fond, la vraie question est peut-être celle-ci. Si le mal absolu peut se loger dans un enfant, alors qui d'entre nous est vraiment à l'abri? Lorsque Jesse Pomeroy mourut en 1932 dans un lit d'hôpital psychiatrique, l'Amérique avait depuis longtemps changé. Les automobiles avaient remplacé les fiacres, la radio entrait dans les foyers, et pourtant, son nom restait gravé dans la mémoire collective. Non pas comme celui d'un simple criminel, mais comme celui du plus jeune tueur en série de l'histoire des États-Unis. Mais attendez, réfléchissez un instant. Qu'est-ce qui vous frappe le plus dans son parcours? Son sadisme inhumain ou le fait qu'il n'était qu'un enfant quand tout a commencé? Une société face à l'inimaginable. Le cas Pomeroy obligea la société américaine à se poser des questions inédites.
Jusqu'alors, l'enfance était associée à l'innocence. L'idée qu'un garçon de 12 ans puisse torturer, mutiler, tuer paraissait inconcevable. Les journaux s'emparèrent de l'affaire et parlèrent d'un démon en culotte courte. Dans les tribunaux, une question cruciale se posa. Fallait-il juger un enfant comme un adulte? Jesse Pomeroy fut l'un des premiers mineurs condamnés à la peine capitale. Même si la sentence fut commue, le précédent resta. Désormais, plus personne ne pouvait dire qu'un enfant était incapable du pire. Et vous, qu'en pensez-vous? La justice doit-elle traiter différemment un enfant meurtrier, ou bien le crime abolit-il l'âge? Naît-on monstre ou le devient-on? Au fil des décennies, criminologues, psychiatres et historiens se sont penchés sur son cas. De grandes hypothèses s'affrontent encore. Le déterminisme biologique. Jesse serait né avec une prédisposition au mal. Son œil blanc, considéré par certains comme une malformation, aurait symbolisé une tare plus profonde. Pour ses contemporains, il était marqué par le diable. L'influence de l'environnement, les violences de son père, le rejet de ses pairs, l'isolement affectif, tout cela aurait façonné un esprit assoiffé de revanche. Dans cette vision, Jesse est le produit monstrueux d'une enfance détruite. Et vous, de quel côté penchez-vous? Pensez-vous qu'il a été condamné dès la naissance, ou bien forgé par la cruauté des autres? L'ombre qui plane encore. L'histoire de Jesse Pomeroy ne s'éteignit pas avec sa mort. Elle inspira des écrivains, des poètes, des criminologues. Elle réapparaît encore aujourd'hui dans des documentaires, des livres, des analyses sur la psychologie criminelle. Son cas est étudié dans les universités comme exemple extrême du mal juvénile. Plus troublant encore, son visage d'adolescent, pâle, fragile, contraste tellement avec l'horreur de ses actes que les chercheurs y voient une illustration parfaite de ce qu'on appelle aujourd'hui le paradoxe de l'innocence. Un paradoxe qui fascine et terrifie à la fois. Imaginez, vous croisez dans la rue un garçon de 12 ans, chétif, maladroit. Seriez-vous capable de voir en lui un meurtrier en puissance? La prison, comme tombeau. Sa vie entière fut engloutie par les murs de Charleston. 58 ans derrière les barreaux, plus que n'importe quel prisonnier américain de son époque. Certains dirent que c'était une justice exemplaire. Il avait ôté des vies, il devait payer jusqu'à son dernier souffle. D'autres y virent une forme de cruauté. Maintenir un être humain en isolement quasi total pendant 40 ans n'était pas une torture institutionnalisée? Qu'en pensez-vous? La prison a-t-elle protégé la société ou a-t-elle créé un supplice qui nous rapproche de la barbarie que nous voulions punir? Les questions qui demeurent. Plus d'un siècle après, les interrogations restent les mêmes. Comment détecter le mal dans un enfant? Est-il possible de réhabiliter un mineur qui a commis l'irréparable? La société a-t-elle une part de responsabilité lorsqu'elle rejette, humilie, détruit un enfant fragile? Et surtout, existe-t-il des êtres véritablement irrécupérables? Jesse Pomeroy, lui, n'a jamais montré de remords, pas une seule fois. Ni pour William Payne, laissé à demi-mort dans un cabanon glacé. Ni pour Katie Curran, enterrée sous la boutique de sa mère. Ni pour Horace Millen, massacré dans les marais. Jusqu'à son dernier souffle, il resta enfermé dans sa logique glaciale. Le miroir que nous tend son histoire. Alors, comment faut-il se souvenir de lui? Comme d'un monstre? Comme d'une victime? Comme d'un avertissement? Peut-être un peu de tout cela, car l'histoire de Jesse Pomeroy n'est pas seulement celle d'un adolescent meurtrier. C'est aussi un miroir de notre société, de ses failles, de ses peurs et de ses limites. Et vous, que retenez-vous? Que le mal peut naître dans l'innocence? Que la justice hésite toujours entre punir et protéger? Ou bien que parfois, certaines histoires n'offrent aucune réponse confortante? Conclusion. Aujourd'hui, son nom reste dans les livres de droit et de criminologie. Mais au-delà des archives, son histoire nous force à regarder en face une vérité dérangeante. Le mal n'a pas toujours le visage que l'on croit. Alors, la prochaine fois que vous croiserez un enfant avec un regard étrange, souvenez-vous de Jesse Pomeroy. Non pas pour soupçonner, mais pour vous rappeler que derrière chaque destin brisé, il y a peut-être une société qui n'a pas su protéger, aimer, comprendre. Et vous, auriez-vous fait, si vous aviez été à la place de sa mère, de ses voisins, de ses juges, auriez-vous cru à la rédemption ou auriez-vous condamné dès le premier signe?
C'est peut-être là, finalement, la véritable question que nous lègue l'enfant meurtrier de Boston.